Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc, je m'appelle Guillaume, je suis le nouveau responsable marketing et communication de Nomad. Aujourd'hui, donc avec Octimos, on a décidé d'organiser un webinaire pour échanger sur comment assurer la performance d'un marché de transport médico-social. Et le webinaire durera à peu près une trentaine de minutes et puis il sera suivi d'une séance de questions-réponses. Et avant d'attaquer le sommaire et le vif du sujet, je vais laisser Loïse et Giovanni se présenter et présenter leur entreprise respective. Loïse, je te laisse commencer. Alors, bonjour à tous. À nouveau, merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Alors, donc, moi, je suis Loïse Coiplet, je suis responsable de l'équipe conseil Optimos de la société Santé Mobilité Service. Alors, rapidement, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le service Optimos, donc le service Optimos fait partie de la société de conseil Santé Mobilité Service. Nous sommes experts dans l'organisation du transport médico-social et sanitaire et donc nous apportons aux établissements de santé et médico-sociaux un panel de prestations dans ce domaine-là, pouvant être sur du court terme, moyen terme ou long terme, que ce soit par exemple des formations, de l'accompagnement sur des audits par exemple, ou l'accompagnement à la passation d'un marché. D'où notre participation aujourd'hui, notamment avec Giovanni de Nomad, que je laisse donc se présenter. Ok, bonjour à tous. Merci Loïs. Moi, c'est Giovanni Osorio. Je suis docteur en mathématiques et applications de l'INSA de Lyon. Donc, du coup, moi, j'interviens de la part Nomad. Et Nomad, c'est un outil, c'est un web service qui permet l'optimisation des tournées ramassage pour les établissements médico-sociaux. Avant tout, Nomad, c'est un projet scientifique qui a été déclenché par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en gros, c'était plusieurs établissements dans la région qui ont manifesté la problématique de l'optimisation des circuits de ramassage et l'augmentation des coûts de transport pour les établissements médico-sociaux. Donc, c'est suite à cette manifestation que la région a créé un projet scientifique entre l'INSA de Lyon et en partenariat avec l'INSA de Lyon et certains établissements médico-sociaux pour travailler sur la proposition des algorithmes d'optimisation qui pouvaient réduire de manière importante, sans dégrader la qualité de service des usagers, les coûts de transport et les circuits de ramassage dans les médico-sociaux. Merci Giovanni et Loïse pour cette présentation de vous et votre entreprise. Très brièvement sur le sommaire, puisqu'on aura le temps de le développer au cours du webinaire. Donc, il sera en deux parties. Une première partie sur la passation d'un marché lisible et attractif, puis sur l'exécution bénéficiant à tous les acteurs. Je vous propose qu'on attaque dès maintenant. Si Loïse et Giovanni, ça vous va? Oui, parfait. Eh ben, on va passer à la première étape. Donc, comment passer un marché lisible et attractif? Alors, du coup, je vais commencer à prendre la parole sur cette partie-là. Donc, alors, il faut d'abord, pour commencer, expliquer qu'effectivement, certains établissements médico-sociaux sont contraints au code de la commande publique, donc de par leur statut juridique, et donc sont obligés de passer un marché public pour leurs transports médico-sociaux. Mais il est important de comprendre que effectivement, ce code est assez restrictif, puisque c'est un cadre réglementaire. Et donc, il convient de comprendre comment on peut utiliser ce code pour finalement garantir le succès, ou du moins un maximum, de son marché de transport, finalement bénéficiant à ses usagers. Donc, il est important dans un premier temps de rendre son marché lisible et attractif. Lisible, ça veut dire compréhensible, ça veut dire sans équivoque, puisqu'effectivement, un des critères principaux du Code de la commande publique, enfin les trois critères plutôt, sont la traçabilité, la transparence et l'équité. Donc, la transparence, c'est vraiment un critère très important. Ça veut dire tout le monde doit être au courant des contraintes et du fonctionnement du marché. Et tout le monde doit avoir le même niveau d'information, donc une équité entre les candidats. Il est important ensuite de pouvoir déterminer quelle va être la procédure qui va être utilisée dans notre marché. Donc la procédure va notamment être déterminée par le volume de transport en quantité que vous allez passer au fur et à mesure des années de votre marché. Donc par exemple, on peut être dans le cadre d'un appel d'offres si on est dans un seuil, dans le dernier seuil, donc là où on va avoir un gros volume de transport, mais on peut aussi passer par exemple un MAPA qui est un peu plus souple dans son exécution et dans sa passation. Et opérationnellement, il convient également de traduire sa réalité terrain en spécifications techniques. Donc ça, c'est très important et c'est là où on va parler notamment de la définition du besoin. La définition du besoin, elle va conditionner du coup la bonne exécution du marché, puisqu'on veut s'assurer que notre besoin est bien traduit dans notre marché, donc avec des spécifications qui
conviennent à toutes les parties de notre marché, hein, donc les usagers, les professionnels de notre établissement, pardon, que tout soit très clair et qu'ils puissent nous garantir un succès à la fois pour avoir donc des prestataires, donc trouver réponse à notre appel d'offres ou à notre MAPA, mais également pouvoir assurer la bonne exécution du marché pendant toute la durée du marché. Donc, on peut continuer avec le slide suivant. Merci Guillaume. De rien. Alors, comment faire pour définir précisément son besoin? La première étape, ça va être de dresser un état des lieux qualitatif de l'organisation interne. Donc, Giovanni ensuite nous expliquera comment on peut définir justement le besoin quantitatif. Et par la suite, moi, je parlerai également de l'organisation externe, ou du moins des besoins des prestataires sur l'offre, sur notre territoire. Pardon. Donc, alors, le premier point pour dresser un état des lieux qualitatif, c'est d'impliquer les équipes. Ça veut dire toutes les parties prenantes qui vont avoir besoin de partager leurs besoins justement pour le futur marché. Ça peut être les usagers ou leurs familles, ça peut être les professionnels de l'établissement, la direction de l'établissement, chef de service, direction achat, selon l'établissement. Il est important que tout le monde se parle, que tout le monde collabore pour définir la stratégie d'achat du futur marché. Donc, je disais juste avant qu'il était important de traduire la réalité terrain en spécifications techniques. Le Code des marchés publics nous impose certaines contraintes de par son aspect législatif, mais il nous permet tout de même une certaine souplesse, le plus important étant de bien écrire tous nos besoins très clairement dans notre marché. Donc, ça va être, par exemple, définir de quel type de véhicule on va avoir besoin, combien d'usagers on veut qu'il y ait par véhicule, combien de temps maximum on veut qu'il y ait par trajet. Donc, à ce sujet, Giovanni vous expliquera un peu en détail comment on peut aussi optimiser à ce niveau-là. La gestion quotidienne des transports. Expliquez à votre prestataire ce que vous attendez de lui. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une astreinte, par exemple, côté prestataire, ou est-ce que vous souhaitez avoir une personne en particulier référente côté prestataire pour vos transports? Quelles sont vos attentes, notamment au niveau de la qualification des chauffeurs? Est-ce que ces chauffeurs sont obligés d'avoir suivi une formation, par exemple, de sensibilisation au handicap? Ou est-ce que selon vos usagers, est-ce que vous avez besoin d'avoir des chauffeurs qui sachent comment manipuler des personnes à mobilité réduite, donc transporter avec des fauteuils non pliables, par exemple? Voilà, toutes les attentes niveau qualité. Ensuite, il est très important de hiérarchiser son besoin. Donc, ça veut dire, pour moi, sur ces critères-là que j'ai définis avec mes équipes, quels sont les plus importants? Comment je souhaite finalement noter mes prestataires? Est-ce que pour moi, l'objectif de mon établissement, c'est d'avoir un prestataire qui soit qualitativement irréprochable, hein, quasiment, parce que j'ai un public fragile que j'accueille? Ou est-ce que j'ai besoin d'optimiser mes dépenses et donc je vais mettre un peu plus d'importance sur la partie prix? La partie prix qui peut d'ailleurs être importante à définir au niveau de la spécification du besoin. Donc, par exemple, je souhaite que mes factures soient lisibles et avoir tous les éléments nécessaires pour vérifier mes factures. Voilà, ça peut être quelque chose que j'inclus aussi dans mon marché. Donc, il est vraiment important de définir avec précision tout ce que je veux avoir pour la suite de mon marché. Et enfin, un autre critère dans la partie qualité qui est important à considérer, la stratégie de votre établissement. Donc, s'assurer en fait que votre marché est cohérent par rapport à la suite de l'histoire de votre établissement, le projet de votre établissement. Par exemple, est-ce que vous avez prévu dans les années à venir de changer de statut juridique? Ou est-ce que vous avez prévu d'augmenter la taille de votre établissement, d'augmenter le nombre d'enfants qui vont être transportés? Ou est-ce que 2 établissements vont fusionner? C'est très important parce que ça va vous permettre notamment de définir votre allotissement. Donc, l'allotissement, qu'est-ce que c'est? C'est dans un marché, comment on va couper notre marché. On peut comparer cela, par exemple, à un gâteau qu'on veut couper en plusieurs parts. Est-ce qu'on veut des petites parts? Est-ce qu'on veut des grosses parts? Est-ce qu'on veut que les parts soient coupées entre les prestataires? C'est très important dans la définition du besoin et dans votre marché, puisque c'est ce qui va définir la suite de l'exécution de votre marché. Donc, pour donner un exemple, on peut se dire qu'on veut un allotissement qui soit par établissement, mais on peut aussi définir un allotissement par tournée. Ça va vraiment dépendre, de votre besoin. Et justement, à ce titre, Giovanni va nous expliquer comment Nomad peut procéder pour aider un établissement à allotir, notamment grâce à l'optimisation des tournées. Ok, merci beaucoup, Louise. Donc, c'est là que nous, on intervient de manière plus quantitative, on va dire.
Et donc, l'objectif pour nous, c'était avant tout la définition des algorithmes d'optimisation et voir dans quel cas et comment nous, on peut optimiser les circuits de ramassage. Ça dépend complètement du besoin de chaque établissement. Est-ce que le besoin de l'établissement, c'est améliorer la qualité? Dans ce cas-là, on va définir certaines contraintes spécifiques qui vont dire, par exemple, qu'on va réduire au maximum le temps que l'enfant il passe dans les transports et que du coup, on va optimiser par rapport à ces critères-là. Et si l'objectif, c'est plutôt réduire au maximum les coûts, dans ces cas-là, on va demander à l'établissement de définir un temps maximal de trajet que lui, il pourrait accepter. Et on va essayer de jouer à réduire au maximum les coûts de transport sans jamais dépasser la contrainte de temps qui a été définie par les établissements. Et en fait, Nomad, c'est un peu comme une jauge. Et si on avait de l'argent illimité, on pouvait envoyer un taxi à chaque personne. Si on avait du temps maximal illimité, on pouvait utiliser seulement, je ne sais pas, 2 voitures de 50 places pour faire les tournées et ramassage d'une centaine de personnes. Et donc, este Nomad est la seuil qui va permettre permettre d'offrir la meilleure qualité du service vis-à-vis du budget de transport. Donc, pourquoi optimiser? Parce que c'est complexe. Et en fait, c'est pas pour rien qu'au début, quand on voulait résoudre la problématique d'optimisation des transports dans la médico-sociale, on s'est rapidement rendu compte que s'agissait vraiment d'un problème scientifique. Et en fait, vous pouvez voir s'il y a une personne, il y a une possibilité, s'il y a, je ne sais pas, une vingtaine de personnes, ça commence à avoir des millions de possibilités. Et après, s'il y a une centaine de personnes qu'on doit transporter, en mathématiques, on appelle ça une permutation mathématique. Donc, le nombre de combinaisons possibles qu'on peut faire pour créer le circuit de ramassage, c'est égal à multiplier 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 1 fois 100. C'est un numéro qui est vraiment indéterminé. Et du coup, on demande soit à l'établissement d'effectuer ce travail, soit au transporteur d'effectuer ce travail. Et bon, normalement, normalement, c'est un travail qui est en humain. Il n'est pas en capacité de le faire parce qu'il doit chercher parmi 1000 millions de solutions celle qui permet de réduire au maximum les coûts. Donc, c'est pour ça qu'on avait proposé les algorithmes d'optimisation. Et donc, on passe à la suivante. Comment on optimise? On récupère les adresses des usagers. Et après, avec cette adresse et la demande de transport des usagers, un usager, il peut avoir plusieurs demandes. Donc, soit la personne, il récupère lundi, mercredi et vendredi chez la mère, mardi et jeudi chez les pères, semaine père, semaine impair. Donc, on récupère l'adresse de la personne ou les adresses de la personne avec sa demande de transport et ses spécificités. C'est-à-dire que parfois, une personne, il faut absolument les récupérer avant 7 heures du matin parce que les parents, ils doivent partir travailler. Et une personne, il a besoin d'une place supplémentaire dans la voiture parce que sinon, je ne sais pas, il a des troubles de comportement et du coup, il va agresser la personne qui est à côté. Et une personne a besoin il a des incompatibilités avec une autre personne et du coup, Juliette et Mathéo, on ne peut pas les mettre dans les mêmes voitures parce qu'il aura des troubles de comportement aussi. Donc, il faut définir toutes les spécificités de chaque personne et en fonction de ces spécificités, ce qu'on appelle des contraintes, on va faire tourner les modèles mathématiques pour qu'ils nous donnent la meilleure réponse possible. Donc, on a déjà récupéré les besoins spécifiques. C'est l'établissement qui centralise. Avec ces besoins spécifiques, on va demander à une interface comme TomTom ou Google Maps de nous calculer les matrices trafic, c'est-à-dire qu'il calcule le temps de trafic qu'il y a entre chaque personne. Donc, ces matrices, il va alimenter un algorithme d'optimisation qui va effectuer toutes les itérations possibles et qui va nous renvoyer une réponse, celle qui permet de réduire au maximum les coûts de transport, tout en respectant la qualité du service que nous, on est en train d'imposer. Donc, par exemple, s'il y a un établissement qui nous dit « j'ai besoin de transporter une centaine de personnes, j'ai un budget de 600 000 €, il faut offrir la meilleure qualité », nous, on fait tourner les modèles, par exemple, pour dire que les enfants ne peuvent pas passer plus d'1h15. Le modèle va nous dire, en fait, pour 1h15, c'est un transport qui peut coûter 650 000 €. Nous, on peut essayer de réduire ou augmenter un peu plus pour faire varier les budgets et dire, OK, on va aller plutôt vers 1h20
Et du coup, vers 1h20, peut-être qu'on va rentrer sur les 600 000 euros, que c'est le budget de l'établissement. Et du coup, ça, c'est important parce qu'on sait que de plus en plus, les établissements, ils commencent à dépasser ce budget de transport pour proposer les circuits de ramassage, pour les usagers. Donc, on peut passer à la slide suivante, Guillaume. Et donc, il n'y a pas qu'une seule optimisation. Quand on parle d'optimisation, on peut parler soit de l'optimisation des nombres de kilomètres que la voiture va parcourir sans dépasser le temps maximal de trajet. On peut parler de l'optimisation, mais en mutualisant les transports entre plusieurs établissements qui sont géographiquement proches. On peut parler d'optimisation et de la proposition des circuits des points de ramassage pour les usagers. Ça s'utilise de plus en plus pour les établissements médico-sociaux. En gros, on va définir un rayonnement d'autonomie et les familles vont déclarer qu'éventuellement, ils peuvent faire un effort de 1 km, par exemple, aux 500 mètres, aux 600 mètres. Et en fonction de ces rayonnements d'autonomie, on va essayer de croiser les cercles pour proposer des points de regroupement. Et après, en fonction de ces points de regroupement, on va optimiser les circuits de ramassage avec les points de regroupement. Ça permet de réduire de manière importante aussi les coûts de transport. Donc, dans l'optimisation, il n'y a pas que la réduction des coûts au kilomètre et le temps maximal. Il y a ces réductions, mais il y a aussi la mutualisation des transports entre les établissements. Il y a aussi la proposition des points de ramassage. Donc, il y a plusieurs manières d'optimiser et ça va dépendre de chaque établissement. Donc, juste pour vous donner un cas client, c'était le cas d'un institut des enfants sourds lyonnais. Donc, ils étaient en train de passer un appel d'offres sur 300. Et c'était 61 usagers, c'était un appel d'offres régional. On récupérait les enfants même à Montélimar alors que l'établissement il était à Lyon. Et donc, il y avait 280 trajets par mois pour ramener cette personne-là. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de retravailler les points de regroupement parce qu'il existait déjà des points de regroupement, mais on a retravaillé les points de regroupement avec exactement les mêmes contraintes qu'on avait données, qu'eux, ils avaient données avant. C'est-à-dire, la contrainte, c'était 1 km d'effort. Et pour les personnes qui étaient dans la métropole lyonnaise, 5 km d'effort au-delà de la métropole lyonnaise et jusqu'à 30 km. Et à partir de 30 km, on demandait un effort de 10 km pour ceux qui étaient entre 30 km et 100 km de la métropole lyonnaise. Donc, on a proposé les points de regroupement. Après, on a optimisé les circuits de ramassage et c'est grâce à cette optimisation que sur 300, les établissements, ils ont réduit 14% les coûts de transport. Donc, on est passé annuellement, on payait 415 000 euros. On est passé de 415 000 à 358 000 euros. C'est-à-dire qu'on a réduit 195 000 euros les coûts de transport sur la totalité du contrat. Donc, Et donc, juste pour terminer, oui, pourquoi c'était un peu les commentaires qui avaient été donnés par les lecteurs et c'est important, en fait, c'est difficile de comparer quand c'est l'établissement qui va lancer l'appel d'offres avec une liste des usagers et éventuellement certains contraintes de 1h30, par exemple. C'est difficile d'évaluer et comparer que la proposition qui a été effectuée par les transporteurs soit, la première chose, soit optimale et qui est difficile à faire. Et deuxième chose, est-ce qu'il est vraiment en train de respecter le temps maximal de trajet qui nous, on a imposé dans l'appel d'offres. Parce que dans la réalité, il y a certains transporteurs, ce n'est pas qu'ils ont la volonté de le faire, mais ils ne disposent pas des outils pour le faire et que parfois, dans la réalité, ils sont en train de passer 1h30, mais dans l'appel d'offres, il dit en fait c'est à 1h30 et c'est quand ils gagnent l'appel d'offres qu'on se rend compte qu'éventuellement, il avait mal calculé le temps maximal de trajet, mais là, c'est trop tard. Il a déjà gagné l'appel d'offres, alors qu'on aurait pu évaluer certaines propositions qui étaient plus précises et qui arrivaient éventuellement à 1h40, mais on était sûr et certain qu'éventuellement, celui-là aurait été une meilleure proposition. Et donc, justement, on arrive sur la deuxième partie qui concerne le besoin externe. Pour rebondir par rapport à ce que disait Giovanni, l'optimisation, elle est très intéressante parce que ça nous permet aussi de savoir, bon,
on a deux choses importantes là-dedans. Donc, la première, c'est les tournées qu'on va réaliser. Donc, le prestataire, lui, il sait exactement à quoi s'attendre, mais il a également un volume estimatif qui est vraiment le plus proche possible de la réalité et ça lui permet aussi de savoir quels besoins, quelle offre il va devoir formuler, en fait, lorsqu'il va déposer sa candidature. Et donc, justement, il est important de savoir si notre besoin interne va pouvoir être cohérent par rapport à l'offre disponible sur notre territoire. En fait, finalement, de croiser le besoin interne avec le besoin externe, l'offre disponible sur le territoire. Pour ça, on peut analyser l'environnement en faisant un sourçage ou un sourcing, hein, ça dépend de comment on l'appelle. Et l'objectif, il est en 2 points. En fait, le premier, ça va être de cartographier l'offre disponible sur votre territoire, à la fois quantitativement parlant, mais aussi qualitativement parlant. Alors, quantitativement parlant, ça veut dire tout simplement regarder sur notre département et même au-delà de notre département, quelles sociétés sont présentes. Est-ce que j'ai des grosses sociétés? Est-ce que j'ai des petites sociétés? Est-ce que j'ai, par exemple, un grand nombre de taxis indépendants conventionnés? Ou des gros groupes qui sont connus dans le médico-social, hein, qui font des transports, par exemple, de personnes à mobilité réduite? Ou est-ce que j'ai aussi des sociétés d'ambulance qui proposent un service de transport minibus, par exemple? Ça peut arriver. Voilà, définir en gros qui pourrait être mon potentiel candidat. Et qualitativement, c'est justement, est-ce que ce potentiel candidat peut répondre à mon besoin qualitatif? Par exemple, je veux vraiment qu'il y ait une qualification particulière de mes chauffeurs. Est-ce que les sociétés que j'ai trouvées sur mon territoire vont pouvoir répondre qualitativement à mon besoin? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, je veux que mon taxi soit absolument conventionné parce que c'est un gain de qualité en plus pour moi. Est-ce que mes artisans taxis de mon territoire le sont? Voilà, ce sont des exemples. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette cartographie, on peut utiliser des outils, par exemple, comme MyMaps, qui sont intéressants, qui sont proposés par Google Maps, qui permettent de cartographier des sociétés sur une carte. Une fois qu'on a fait cette cartographie, on encourage les opérateurs économiques à candidater. Alors attention, hein, toujours en respectant bien les 3 principales clauses du Code de la commande publique, qui sont donc, je répète, la traçabilité, la transparence et l'équité. Donc, ça veut dire on ne peut pas, bien entendu, dire à des candidats, voilà, le marché sera fait comme ça, comme si, il y aura, je ne sais pas, 60% sur le prix. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas révéler aux candidats. Et par contre, on a tout à fait le droit de leur dire que nous sommes dans une phase de sourcing, que nous tâchons de comprendre l'offre disponible sur notre territoire en vue de proposer un marché qui soit le plus possible proche de la réalité aussi des potentiels prestataires. Donc, c'est vraiment 2 étapes qui sont cruciales dans l'analyse de l'environnement, qui vont nous permettre de donc définir un marché qui puisse garantir, en tout cas qui maximise nos chances de garantir le succès de notre passation. Donc, Guillaume, tu peux continuer avec la suite. On arrive donc dans la sélection du ou des titulaires, hein, parce que selon les modalités de notre marché, on va avoir un marché mono-attributaire ou multi-attributaire. Donc là, une fois qu'on aura échangé avec les candidats, on aura pu publier notre dossier de consultation avec tous nos documents obligatoires, donc CCTP, CCAP, et ainsi de suite, qui reprennent donc notre besoin, qu'on aura bien défini avec nos équipes. Et une fois qu'on a publié le marché, on a un délai réglementaire de 35 jours de publication minimum. Donc, c'est important de tenir compte de ce délai lorsque vous passez votre marché, puisque voilà, il y a quand même un certain temps à respecter et dont il faut tenir compte en fait lorsque vous renouvelez votre marché, par exemple. Donc, ça peut être le cas si vous avez un marché de 4 ans. Il faut bien anticiper le renouvellement de votre marché pour ne pas vous retrouver hors marché. Donc, bien tenir compte de ces délais, mais également s'assurer que les équipes internes sont disponibles pendant cette période pour pouvoir analyser les offres, analyser les candidatures. Une fois justement qu'on a analysé les offres et les candidatures, qu'on a sélectionné ou présélectionné notre prestataire, on a donc la phase d'attribution où on va dire au prestataire, voilà, vous êtes présélectionné, en tout cas pressenti pour la notification. Et là, on a un nouveau délai réglementaire, le standstill, de 11 jours entre l'attribution et la notification. Il faut en tenir compte encore une fois, hein, quand on prépare notre marché ou qu'on renouvelle notre marché, qui permet en fin de compte aux attributaires pressentis de faire des recours ou autres si besoin pendant cette période de 11 jours, poser des questions complémentaires ou même d'ailleurs faire
une mise au point avec les prestataires si nécessaire. Donc, selon la forme du marché, on n'aura pas le droit de faire des négociations sur les tarifs, hein. Ça, c'est important à retenir. Par exemple, si on est dans un contexte d'appel d'offres, la négociation est interdite quand on est dans un appel d'offres à bon de commande, ce qui est la procédure pardon, la plus, faut pas mon mot, la plus habituelle, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est vraiment 2 points à prendre en compte quand on arrive à la partie sélection du et des titulaires. Et donc, tu peux aller à la suite, Guillaume, s'il te plaît, merci. Et donc, une fois qu'on a sélectionné les titulaires, on arrive sur la partie exécution. Donc là, c'est vraiment sur toute la durée de notre marché. Parce que comme j'ai dit en introduction, il est important de s'assurer que notre marché nous garantisse d'avoir un candidat une fois qu'on l'a publié, hein, donc dans la passation du marché, mais s'assurer que finalement, le marché va aussi fonctionner correctement pendant toute sa durée. Et pour cela, il y a des petites stratégies qu'on peut mettre en place et notamment qu'on peut écrire dans notre marché. Donc, la première, ça va être d'associer toutes les parties prenantes. Donc, ça peut être, pour commencer, d'organiser une réunion avec les nouveaux prestataires, par exemple, pour présenter le marché. Et puis après, sur la suite du marché, ça peut être, par exemple, d'organiser des comités de suivi, des rencontres avec les prestataires et les familles, définir un plan d'action avec le prestataire, tout en sachant qu'il est important d'avoir prévu tout ça dans notre marché, dans notre dossier de consultation à l'origine. Et puis du coup, Giovanni va nous expliquer aussi, mais voilà, on peut également prévoir de réoptimiser les tournées au gré du besoin pendant le marché. Donc là, Giovanni, je te laisse expliquer. Donc, juste une information complémentaire, ce qui est intéressant quand on arrive à une proposition d'appel d'offres qui a pas seulement la structuration, mais il y a aussi la composition technique des circuits. Et ça permet aussi de faciliter et augmenter les taux de réponse à l'appel d'offres parce qu'on sait que certains transporteurs, ils ne sont pas forcément les temps pour préparer la réponse à, je sais pas, une dizaine d'établissements pour lesquels ils aimeraient travailler, mais du coup, ils n'ont pas les ressources techniques en interne pour faire l'optimisation des ramassages et la proposition de circuits pour une dizaine d'établissements. Et du coup, parfois, ils choisissent certains établissements sur lesquels ils pensent qu'ils ont beaucoup plus de chances d'y arriver. Et ce qui permet un appel d'offres avec la proposition technique de tournée, c'est qu'on facilite aussi la tâche aux transporteurs et ça permet aussi d'augmenter le nombre de transporteurs qui vont répondre à l'appel d'offres parce que l'appel d'offres, la proposition technique, il est déjà construite. Et donc, ça facilite aussi la tâche aux transporteurs. Et sur la partie de suivi régulier collectivement, bien évidemment, ça dépend jusqu'à où on veut y arriver dans l'optimisation des circuits. Et dans la pratique, on pourrait cliquer sur les boutons à chaque fois qu'il y a un nouveau usager qui va y arriver ou un nouveau usager qui est parti. Si on est vraiment théoriquement rigide dans la mathématique, un usager suffit pour casser l'optimisation du modèle. Mais c'est à l'établissement de dire à partir de quel moment, c'est à nous aussi de conseiller à l'établissement à partir de quel moment on va perturber l'organisation générique au général qu'on a proposé aux familles, juste pour l'intégration d'une personne et éventuellement trouver un nouveau modèle qui va nous permettre de gagner éventuellement, je ne sais pas, 5 euros par semaine, et que du coup, ça ne vaut pas le coup de perturber toute l'organisation. Et donc, on peut faire un veille et dire à l'établissement, écoute, la nouvelle simulation dit qu'il y a tel usager qui sont sortis, tel usager qui sont arrivés. Je pense qu'éventuellement, pour l'année prochaine, on pourrait réduire une tournée ou il faudra augmenter une autre tournée pour garantir la même qualité. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement, on va dire chaque 3 mois. On peut regarder les modèles en fonction des usagers qui sont partis et ceux qui sont arrivés et voir si l'optimisation est bien. Oui, puis ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Giovanni. Ça fait écho avec ce que je disais avant, quand je disais qu'il était important de voir quel est le projet de l'établissement sur les années à venir, au moins d'essayer d'anticiper les mouvements entre les enfants qui arrivent, ou les enfants ou les adultes, hein, mais qui arrivent et qui sortent, et comment justement notre allotissement peut être adapté, parce qu'effectivement, selon l'allotissement, on va être plus ou moins contraint à toucher les tournées, mais par exemple, si on fait un allotissement par établissement et qu'on a défini nos tournées, on est assez souple
dans l'optimisation et on peut optimiser assez fréquemment les tournées si notre objectif est par exemple d'optimiser les dépenses de l'établissement. Voilà, donc ça peut être ça peut être une bonne option, mais toujours en partant du principe que voilà, il faut que ça respecte notre allotissement de base et qu'il n'y ait pas de modifications substantielles dans notre organisation par rapport au marché. Ce que je vous propose, merci à tous les deux pour le partage de vos expertises, c'est que j'arrête le mode plein écran et que je puisse voir s'il y a des questions dans le chat éventuellement, et puis commencer à y répondre. Giovanni, tu veux ajouter quelque chose ou Loïse? Un point peut-être qu'on n'aurait pas abordé ou sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté ou qui vous paraît important? Non, moi je dirais juste si je devais faire une synthèse de ce que j'ai dit, je pense que vraiment ce qu'il faut retenir du code de la commande publique, c'est qu'effectivement c'est quelque chose qui est assez lourd pour les établissements, surtout que certaines fois en interne on n'a pas forcément la ressource, comme tu le disais Giovanni, enfin ça c'était pour les prestataires, mais en interne en fait pour les établissements c'est pareil, parfois il n'y a pas la ressource aussi pour pouvoir rédiger le marché, suivre le marché, etc. C'est quand même assez chronophage, donc mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on est assez souple malgré tout avec le code de la commande publique. On peut l'adapter assez bien à notre établissement, mais il faut voilà, s'assurer que ça respecte les règles principales. Donc, à partir du moment où on se rend compte qu'on est en train de faire quelque chose qui potentiellement n'est pas équitable entre les prestataires, c'est certainement que on ne respecte pas une partie du marché du code de la commande publique, pardon. Donc voilà, il faut vraiment s'assurer qu'on respecte les règles principales, mais sinon, voilà, on peut quand même adapter assez bien à notre environnement la réglementation. C'est ça qui est important. Et voilà, non, je pense que c'est ça que je peux dire en synthèse et surtout impliquer tout le monde. Ça c'est très important aussi. Et voilà, le croisement des analyses internes et externes est primordial dans notre travail au niveau établissement pour nous assurer d'avoir une réponse au marché. Voilà, je pense que c'est ça que je dirais en synthèse pour ma part. Tu as le microphone qui est coupé, Guillaume. Pardon Giovanni, je te disais, est-ce que toi aussi tu veux synthétiser tes propos en guise de conclusion et puis si éventuellement les auditeurs ont des questions, ils pourront nous les envoyer après par email. Bon, pas forcément. Je pense que ce qui est important dans l'optimisation, c'est que c'est une ressource que finalement il est dispo. Je pense que qu'on est en train d'optimiser les circuits de ramassage et programmer la rentrée en septembre. Je pense que c'est normalement les professionnels du terrain qui ont la connaissance et qui ont la connaissance de chaque usager et les contraintes spécifiques qui sont liées à chacun. Et parfois, c'est la formation qui n'a pas les transporteurs. Donc, je pense que Nomad, ça peut être un outil important pour les professionnels pour qu'eux-mêmes proposent les circuits et qu'après, ces circuits soient utilisés pour l'appel d'offres. Très bien, merci Giovanni, merci Loïse. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions, que je vous propose de conclure. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire qui sera en replay peut-être d'ici demain ou en tout cas début de semaine prochaine sur YouTube. Et puis, je ferai en sorte de mettre en ligne la présentation PowerPoint sur le blog de Nomad. Comme ça, chacun pourra regarder en replay et relire la présentation. Merci beaucoup. Merci Giovanni, merci Loïse pour vos expertises et merci à tous les participants et auditeurs. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.